Dans l'ouvrage collectif Racisme de France, vous écrivez un chapitre et vous écrivez qu'en France, on refuse de réfléchir aux violences policières comme ayant une coloration raciste, qu'on considère cela que comme des actes isolés de brebis galeuses. Absolument, absolument. Il y a un déni de la question raciale et un déni qui a mené à une amnésie nationale par rapport à la production très française d'identités qui vont être racialisées, marginalisées et qui fait que, par exemple, lorsqu'on touche aux violences policières, on va parler de brebis galeuses. Ce sont les actions de certaines personnes et surtout, on va parler d'un phénomène importé de l'étranger. Donc, par exemple, pendant la mort de George Floyd, on a tout de suite vu cette longue vue qu'on va mettre sur les États-Unis pour identifier très clairement les violences policières aux États-Unis, les violences policières dans l'apartheid en Afrique du Sud, les violences policières au Brésil, mais pas en France, pas au pays des droits de l'homme. Pourquoi on ne peut pas en France le reconnaître? Pourquoi est-ce que, on l'a vu au tout début d'émission, cette incapacité de la classe politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et là-dessus c'est assez terrible de constater que extrême droite, droite et centre droit, gouvernement sont d'accord pour dire il n'y a pas de violence policière, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'un tel déni est possible? Parce que nous vivons dans une république qui nous a dit que la race a produit deux des plus grands cataclysmes de notre ère moderne, l'esclavage, la traite des êtres humains et l'Holocauste. Et donc à partir de là, nous devons extraire ce mot de notre psyché, de notre manière de fonctionner, mais extraire le mot race au milieu du XXe siècle ne fait pas disparaître les héritages de la question raciale. Et lorsqu'on regarde par exemple juste par rapport à la police, il y a une très longue histoire raciale de la police. À 1777, la police des Noirs, lorsque l'on va créer une police chargée spécialement de débusquer les Noirs qui se promèneraient en métropole parce que la présence des Noirs était interdite à l'époque, de Fouché, Belote. On a parlé beaucoup ces derniers jours de la BAC du 93. La BAC, le 93, est créée par un préfet qui a régné avec une main de fer en Indochine, en Algérie, et à qui on va dire, voilà, on a une petite poche avec quelques colorisés dans le 93, vient nous mater tout ça. Et avant ça, il vient quand même, c'est celui qui va mater la révolte des ouvriers en mai 67 en Guadeloupe. Donc il va arriver, créer la BAC 93, qui est absolument créée sur le modèle de cette police des colonies. Et on voit là ce modèle où les banlieues, ces territoires périphériques, abritant des corps anormaux, vont être contrôlés dans un mouvement qui rappelle celui du contrôle des colonies. Et tout ça, on va refuser de le voir, en refusant de voir cette approche systémique, cette approche ancrée dans une histoire très longue. Moi, je vous parle de 1777 de la France, et vouloir y voir quelque chose qui est, voilà, comme je disais, des petites erreurs individuelles auxquelles on ne peut pas apposer une coloration systémique ou raciste, à moins de vouloir être malhonnête. Et on voit que toutes ces affaires qui sont sorties pendant cet été, les groupes de WhatsApp de policiers contribuent encore et encore, la vidéo de David contribue encore et encore à vouloir à dessiller nos yeux qu'on veut garder fermés parce que notre mythe universaliste est trop douillé et qu'on n'a pas envie de se dire qu'on a une histoire raciale en France. Ce n'est pas juste que moi, par exemple, qui ai eu la chance d'avoir connu la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, qui est quelqu'un de, je dirais, respecté dans l'espace public, que je dois éduquer mes enfants en leur disant faites très très attention les enfants. Vous savez, vous pouvez tomber sur des policiers qui ne rêvent qu'une chose, de vous agresser. Donc, quand il se passe quelque chose, restez calme, tranquille, ne répondez pas. Surtout, vous ne répondez pas. Parce que vous n'aurez pas raison face à la police. Donc, vous devez rester calme. Et je pense que c'est juste d'une grande tristesse, en fait, que je dois discuter de ces sujets avec mes enfants. Vous avez écrit un livre sur la pensée blanche. À chaque fois qu'on a des débats sur les violences policières en France, souvent on dit oui, mais ça concerne d'abord les États-Unis. C'est pas le cas chez nous. Quand il y a eu George Floyd, on a dit ça notamment. Est-ce qu'il y a une incapacité à voir le racisme structurel en France? Oui, il y a une incapacité, effectivement, à voir ce racisme structurel. Je pense qu'il est temps de grandir, en fait, de regarder les choses et de comprendre qu'effectivement, nous ne pouvons pas échapper à ce racisme structurel. Parce que c'est le fruit de notre histoire. Et effectivement, encore une fois, il y a des Français, des Françaises qui sont malheureusement... qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils ont un rapport avec la police. Mais ça, il faut le comprendre.
c'est pas un vu de l'esprit en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire moi-même, encore une fois, j'ai 48 ans, j'ai 2 garçons, je leur parle effectivement qu'ils peuvent avoir des problèmes avec la police. Et donc vous imaginez que nous sommes en train d'éduquer nos enfants à penser qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans la police. Mais c'est pas juste, parce que, encore une fois, je pense que tout citoyen devrait avoir confiance dans la police. Et l'État doit garantir cette confiance-là. Et lorsque vous voyez ces images, qu'est-ce que vous pouvez raconter à vos enfants ? Est-ce que c'est normal que Lilian Thuram ait besoin de dire à ses enfants « Attention à la police, ne réponds pas, profil bas ». En France, en 2020, oui. Aujourd'hui, lorsqu'on dit blanc, noir, lorsqu'on dit blanchité, on est traité de raciste, racialiste, indigéniste, toute cette flopée de termes qui ne veut absolument rien dire. Mais aujourd'hui, la blanchité, le premier privilège de la blanchité, c'est l'innocence. Le privilège, le luxe d'ignorer qu'on a une couleur. Et un enfant qui naît blanc en France a le luxe d'ignorer cette couleur. Un enfant noir, métis, arabe n'a pas ce luxe. Il doit savoir qu'il est noir. On lui apprendra très tôt comment se tenir, comment répondre. On lui apprendra très tôt qu'il faudra sortir avec ses papiers d'identité, avec sa carte d'identité qui montre au-delà de... Parce que son apparence extérieure montre tout de suite l'étranger, montre la suspicion. Donc il va falloir traîner avec lui ce symbole qui prouve plus ou moins son appartenance à la communauté nationale. Donc non, ce n'est pas normal, surtout qu'on est dans un pays qui nous dit que la couleur ne compte pas, la race ne compte pas, mais parce qu'on tient à nos enfants, parce que d'ici à ce que les gens puissent comprendre que nous n'importons rien, tout est ici. Nous avons un pays, nous avons été le 2e empire colonisateur et qu'on a une histoire franco-française de la race, il faudra, pour le bien-être de nos enfants, leur apprendre comment réagir devant des policiers. Et on voit que ce n'est pas suffisant. Dissocier violence policière et racisme, ça n'a pas de sens aujourd'hui ? Moi, je pense que ça n'a pas de sens parce que dans cette vidéo, mais comme dans le livre de Valentin Gendreau récemment ou dans beaucoup d'affaires, les deux sont entremêlés. C'est-à-dire que la réalité, c'est que, moi, quand je travaille sur ces affaires et notamment celle-ci, je me pose toujours la question de, il faudra combien de brebis galeuses pour qu'on se dise, tiens, il y a un problème du troupeau. Non, parce que même très sincèrement, je me dis, toutes ces gens qui disent que ce n'est pas systémique, qu'il n'y a pas de problème systémique dans ces violences policières, dans ce racisme, dans la police, il leur faut combien de ce qu'ils appellent bavure ou dérapage pour se dire, on a peut-être un problème. On n'a aucune difficulté. Alors, on a eu beaucoup de difficultés, mais on commence à ne pas avoir de difficultés, à estimer qu'il y a peut-être une culture patriarcale qui peut expliquer les violences sexuelles ou sexistes. Dans le milieu médical, on commence à comprendre qu'il y a des violences médicales, et c'est pas parce qu'on parle d'un système et qu'on dit qu'il y a un système à réformer qu'on estime que tous les médecins, ou tous les maris, etc., sont problématiques. Et le problème, c'est que depuis les Gilets jaunes, mais en réalité, je veux dire, c'est depuis dans les banlieues, les violences policières, c'est juste que là on les voit davantage et que du coup on force peut-être la population davantage à les voir et à se poser des questions. Mais la réalité, il y a un puissant déni qui est confirmé chaque jour par les politiques, la majorité de la classe politique. Et moi, vraiment, j'ai une question, c'est il vous en faudra combien pour se dire, il y a peut-être quelque chose à réformer. Mais disons que les violences policières, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais la question du traitement des personnes racisées dans notre société dépasse très largement ce cadre. Ça passe par les stéréotypes, les discriminations, l'invisibilisation. On en a discuté hier, donc avant publication de ton enquête, et donc elle n'y réagit forcément pas, avec une actrice et réalisatrice engagée, Aïssa Maïga. On se souvient qu'elle était à la mobilisation le 2 juin devant le tribunal de Paris avec le comité Adama. Je suis là en mémoire de tous ceux, la liste est trop longue, qui ont subi ces violences et qui l'ont payé de leur vie. Je suis actrice et réalisatrice. Le combat que nous menons dans le cinéma, la télévision, le théâtre en France est le même combat. Nous ne laisserons pas le cinéma français tranquille. Nous ne laisserons pas la justice française tranquille. Nous ne laisserons pas la France tranquille tant qu'il y aura des injustices. Déjà au César, elle avait mis les pieds dans le plat en soulevant ce sujet dans une assemblée très blanche. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Alors je sais qu'on est en France et qu'on n'a pas vraiment le droit de compter, voilà, mais là j'ai fait les comptes et je crois qu'on est à peu près 12. Et 12, je crois que c'est un peu le nombre magique ce soir, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde a compris.
Et puis bon, c'est la fête, parce que 12, 12 c'est quand même pas mal. Hein 12, comment on dit, beurre, black, noix, chinois, beurette. Bon, appelez-nous comme vous pouvez. Nous, on a survécu au whitewashing, on a survécu au blackface, n'est-ce pas, Florence? On a survécu aux tonnes de rôles de dealers, de femmes de ménage à l'accent Buana. On a survécu au rôle de terroristes. On a survécu à tous les rôles de filles hyper sexualisées. Une déclaration qui avait créé un malaise. On en a profité pour discuter avec elle mercredi aux assises du collectif 50-50 pour la parité et la diversité. Il y a eu un malaise, c'est vraiment le mot qui est ressorti. Mais je considère que le malaise, il préexiste depuis très longtemps. J'ai incarné, j'ai été la personne qui a permis au malaise d'affleurer de façon plus évidente. Mais chaque année, au moment des Césars, il y a toute une partie du métier qui est mal à l'aise. Chaque année, au moment des Césars, il y a une partie de la population qui est mal à l'aise. Et j'assume le fait d'avoir pris la parole à table au moment du dîner de Noël pour dire que les réunions de famille c'est sympa, mais que c'est bien de parler de ce qui fâche aussi pour pouvoir le dépasser et avancer. Ça fait 25 ans que je suis témoin de blocage, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui fondamentalement exclut, mais dans ce schéma d'exclusion tolère des exceptions dont je peux faire partie, ou d'autres artistes devant ou derrière la caméra peuvent faire partie. Et plus que des exceptions, on est parfois l'arbre qui cache la forêt. Les gens sont, voilà, on est presque des cautions, les gens sont très contents qu'on soit là, donc on porte un poids symbolique très fort. Et au-delà de notre propre condition, ce qui se joue, c'est la question de l'égalité des chances. Quand j'ai pris la parole et que j'ai décidé de compter, c'était volontairement pour mettre le doigt sur le fait qu'on ignore trop cette question-là et qu'on la balaye souvent du revers de la main au motif que le peuple français est un et indivisible. Et dans la réalité des faits, malheureusement, les inégalités perdurent et rien n'est fait. Ou beaucoup trop peu de choses sont faites. Je vous vois acquiescer, Mme Fatou Niang. Juste avant ce passage, vous avez dit une chose qui est extrêmement importante. Les violences policières sont le bout de l'iceberg. Le déni de la question raciale est l'iceberg. Et le déni de la question raciale, il englobe tout ça, et j'en parle dans mon livre. Il englobe la création de l'identité française en une chose qui est blanche mais qui ne dit pas son nom. Comment est-ce qu'on crée de l'identité, comment est-ce qu'on crée du nous en créant un E, comment est-ce qu'on crée du nous dans le canon littéraire, qui peut être un écrivain français, qui ne l'est pas, comment classer les écrivains de banlieue, comment classer, ce qui veut d'ailleurs rien dire, comment on crée de la communauté dans le cinéma, comment on crée de la communauté, oui c'est tout, et toutes ces choses-là, lorsqu'on remonte un peu le fil, une investigation comme David l'a très très bien fait, on tombe toujours sur le même os, qui est le déni de notre histoire coloniale, de la place que le concept de race, vraiment je le dis encore, pas dans son sens biologique, mais dans le sens de la manière dont il organise notre société, continue d'imprégner un pays qui se dit toujours aveugle à la couleur, parce que l'universalisme est passé par là, que l'universalisme a terrassé ce monstre, et que nous sommes du coup les racistes qui voulons le ramener à la vie. Donc tant que ce déni-là, cet aveuglement-là ne sera pas confronté, ce problème n'est pas prêt d'être réglé en France. C'est-à-dire qu'à un bout du spectre, il y a les violences, à l'autre, il y a l'invisibilisation. Est-ce que l'un entraîne l'autre et vice-versa? Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment, je reprends votre image de l'iceberg. Je dis que les violences policières sont la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on peut voir, surtout avec des vidéos comme ça. Mais il y a tout ce qu'on ne voit pas. La difficulté d'accès au logement, les difficultés d'accès à l'emploi, la difficulté à être vu
à être perçu, à être compris comme faisant partie du groupe national. Parce que la manière dont le groupe national a été codifié, codé, que ce soit en termes de linguistique, en termes de littérature, en termes de cinéma, qu'est-ce que le cinéma français, qu'est-ce que la littérature française, qu'est-ce que parler français, qu'est-ce qu'être français, a été codé d'une manière qui exclut l'autre et qui exclut souvent sur une base raciale. Et parce qu'on ne veut pas parler de la race, parce qu'on ne veut pas l'étudier, ben, par essence, cette équation, dans la manière dont elle est posée aujourd'hui, on ne peut pas y répondre. Mais là où je suis optimiste, c'est qu'aujourd'hui, il y a une génération de jeunes Français de toute engeance, de toute origine, qui se disent, contrairement à ce qu'on a pu entendre, de dire voilà, ce sont des gens qui sont séparatistes, ce sont des gens qui ont une haine de la France, une haine des Blancs, une haine de la République, qui justement proposent un mouvement antiraciste aujourd'hui qui, à l'opposé de ce qu'on croit, essaie de créer de la République, essaie de créer une République qui ne soit plus seulement basée sur une espèce de mythe comme ça, qui invisibilise et qui, voilà, pense à une France éternelle basée sur des valeurs qui n'existent plus, mais essaie de créer une communauté qui soit véritablement le miroir de la France de 2020 telle qu'elle est, et pas la France du 17e ou de la Révolution, et une France telle qu'elle pense être. Donc vraiment prendre prise sur le réel, partir sur le réel et surtout partir avec les gens et la population qu'il y a aujourd'hui et sortir des mythes incantatoires. On va rester sur l'espoir de cette nouvelle génération.